Bonjour à tous. Je disais que plus que d'une conférence, j'avais envie de partager avec vous un certain nombre de réflexions sur un des points qui composent cet archipel des technologies de l'information et de la communication, du numérique, ou peut-être ce polyèdre où on trouve à la fois des technologies éducatives, des nouveaux artefacts, de l'éducation aux médias, on trouve aussi des instruments pour apprendre, et on trouve aussi l'informatique elle-même. L'informatique, donc mon ambition est de présenter rapidement, donc je vais essayer de ne pas dépasser une vingtaine de minutes, de présenter rapidement ce qui existe, ce que je pense être l'évolution de l'informatique aujourd'hui, de manière à ce qu'ensuite on puisse avoir un peu de temps pour échanger. Et j'ai commencé, comme hier, mon collègue Nacuzon-Sall, par des souvenirs, et des souvenirs 30 ans après. Voilà. Donc là, les photos que je vous montre sont des photos de 1985, qui sont l'année du plan informatique pour tous, et donc, je reviendrai tout à l'heure sur le plan informatique pour tous. Donc il n'est pas très difficile de voir de quoi il est question ici. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est la tortue logo, c'est la fameuse tortue Gelin, avec des enfants qui essayent de regarder ce qui se passe, qui essayent de voir ce que donne le programme et comment la tortue avance. Donc on est en plein dans des expérimentations qui ont été très riches sur le langage logo. En voilà une deuxième, toujours issue de la même période, de 85. Et là, vous voyez qu'on n'a pas exactement une tortue, on a une grue. Cette grue est reliée à ce qui est un TO7 70, qui étaient les machines Thomson du plan informatique pour tous. Et ce que font les jeunes, c'est à nouveau, on est dans le domaine de la pensée logistique, c'est de faire quelque chose à un mobile. Et l'idée étant que le comportement du mobile va renseigner sur la qualité du programme. On va apprendre des bugs, des erreurs, on va changer le programme, etc. Alors ces deux images sont issues d'un petit film qui figure lui-même dans un livre électronique que je vous recommande, qui est publié par le Musée national de l'éducation et le Musée national de l'éducation qui organise jusqu'en janvier une exposition qui s'appelle 50 ans de pédagogie par les petits écrans. Et donc il y a une exposition au musée de Rouen. Il y a également un livre électronique que vous pouvez télécharger. Et dans ce livre électronique, vous avez des liens vers des vidéos qui illustrent aussi bien l'audiovisuel que l'informatique. Bien. Alors, je reviens sur ce qui est le sujet que je souhaite discuter aujourd'hui, c'est l'informatique à l'école primaire. Et la première remarque que je voulais faire, c'est que voilà, tout commence, la première fondation, c'est en 85, le plan informatique pour tous. Alors, ça n'est pas qu'il n'y ait pas eu, avant cet acte fondateur, une sorte de préhistoire, une sorte de période d'expérimentation. Il y en a eu. Pour la première fois, je crois qu'une des premières fois où on parle de l'intérêt de l'informatique à l'école, c'est en 70, c'est Seymour Papert, au colloque de l'IFIP, qui lance une alternative qui aura un certain succès. Il dit, ou bien c'est la machine qui programme l'enfant, ou c'est l'enfant qui programme la machine. À cette époque-là, il introduit ce langage logo qui a été mis en place un petit peu avant, à la fin de la décennie 60, avec Feuerzeug. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a un acte politique très fort. Ce plan informatique pour tous, c'est la dernière très grande opération de l'État. On estime le coût de cette opération à environ la moitié d'un sous-marin nucléaire. Ça se passe très vite. En un an, on équipe les écoles, les collèges, les lycées, et on va donner aux enseignants une formation assez rudimentaire, mais pendant les vacances. Ce plan informatique pour tous, il a une durée de vie nominale très limitée. Il est probablement un petit peu oublié maintenant, mais il a eu des conséquences très très importantes sur ce qu'est notre éducation. En particulier, il a créé des structures. Il a signé la fin des périodes d'expérimentation de l'informatique. Il a signé la dévolution aux collectivités territoriales de l'équipement des écoles en matériel.
Et donc, c'est une période de gloire, en quelque sorte, pour le langage logo, mais paradoxalement et en même temps, c'est une période de déclin de l'intérêt pour l'informatique, du moins de déclin de l'intérêt pour l'informatique à l'école. C'est aussi, 85, à ma connaissance, la première fois où on utilise l'expression « outil informatique » au singulier. Le Premier ministre, Laurent Fabius, quand il introduit le plan informatique pour tous, il dit l'outil informatique, etc. Et de fait, dans cette décennie-là, ce qui se développe, c'est des outils, au pluriel, informatiques. Et dès lors, alors ce que je vais essayer d'analyser rapidement, c'est un mouvement de balancier. C'est un mouvement de balancier envers l'informatique, et il y a deux grandes phases, comme tout balancier, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Donc en 85, on met en avant logo, on prône dans les textes officiels l'apprentissage de ce qu'on appelle une pensée logistique, et comme je vous dis, très vite, le ministère, le discours officiel change vers l'outil informatique. Il faut dire aussi que ce plan informatique pour tous, il lance en 85 et qu'il y a une alternance politique en 86 qui décide dès lors que les priorités ne sont plus celles du plan informatique pour tous, mais sont les bases de données, les aides à l'écriture, etc. Toutes orientations qui sont éminemment respectables. On a aussi ici un exemple du fait que l'introduction des technologies en général, de l'informatique en particulier, c'est quelque chose qui est piloté par le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui a toujours lancé, et pas seulement en France, ces mouvements-là. Alors, ce déclin d'intérêt pour la programmation, il est aussi contemporain de la publication d'un certain nombre d'études, de recherches qui mettent en doute les effets cognitifs de l'apprentissage du logo. Il y a, dans la deuxième partie de la décennie 80, il y a un mouvement assez fort de psychologues qui s'intéressent à la psychologie de la programmation et qui s'intéressent en particulier à logo. Et alors, pour résumer rapidement, on se rend compte qu'il n'y a pas de résultat spectaculaire. Ça marche, mais on n'arrive pas à observer de transfert. Et on n'arrive pas à observer de transfert, peut-être parce qu'on ne prend pas on n'a pas le temps suffisant pour que les enfants développent des éléments de maîtrise qui permettent ensuite de transférer, peut-être pour d'autres raisons. Toujours est-il qu'on est dans un cas assez classique s'agissant de technologies en éducation, qui a bien été décrit par un chercheur comme Larry Cuban, c'est des mouvements d'oscillation. Il y a des vagues qui viennent et qui refluent. Et peut-être autour de logo, il y a une communication que je trouve toujours tout à fait passionnante, qui est de Marcel Craé, qui doit être daté de 86 ou 87, qui analyse cette question-là, et qui montre qu'effectivement, on a beaucoup de mal à apporter la preuve de bénéfice de logo. C'est toujours le cas dans les technologies de l'information et de la communication. On a toujours beaucoup de mal à identifier des impacts clairs. Et quand on identifie des impacts clairs sur des petits effectifs, en général, le passage à l'échelle ne se fait pas bien. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, et très probablement, un des facteurs les plus importants, c'est ce qu'on appelle parfois l'effet maître, c'est-à-dire ce que les enseignants apportent en plus, la manière dont ils utilisent tout ça. Alors, Craé dit, effectivement, logo, c'est intéressant pour développer la pensée procédurale. On ne peut pas en attendre beaucoup plus, et dans le fond, c'est déjà une avancée considérable. Alors, ça joue probablement un rôle dans l'évolution du balancier dans l'autre sens. Une autre raison, c'est qu'on se rend compte, moi à l'époque je faisais déjà des recherches sur l'informatique en éducation, on se rend compte que les enseignants, ils n'ont pas été assez formés. Donc ils n'arrivent pas facilement à faire avec logo ces pédagogies constructivistes que prônent Papert et ceux qui sont à sa suite. Donc mouvement de balancier, d'une certaine manière, l'informatique devient quelque chose qui perd son statut de nom commun et qui devient un adjectif. On parle de l'outil informatique et la programmation elle-même n'est plus quelque chose qui est conçu comme pouvant apporter cognitivement, mais comme quelque chose d'à peu près pas utile dans l'information générale, sans doute utile pour former des techniciens ou des ingénieurs, mais
pas essentiel. Alors, ce mouvement vers l'outil informatique, donc, qui démarre vers 85, il atteint son apogée dans la décennie 90, et autour de 2000, le balancier repart dans l'autre sens. C'est-à-dire, on se rend compte, 2000, c'est le moment où en France, on introduit les certifications, brevet informatique Internet, certificat informatique Internet, et le pouvoir politique se rend compte qu'il y a un besoin d'acquérir des compétences. On est à un moment où on met en avant complètement les compétences. Mais il y a une sorte de silence ou de dénégation peut-être, sur ce qu'est la programmation et sur le mot informatique lui-même. C'est-à-dire, et la programmation est déniée. C'est-à-dire, elle n'est tout simplement pas dans le champ. Donc, il y a bien un brevet informatique Internet, il est centré sur la prise en main des outils informatiques, qu'on qualifie abusivement de maîtrise de certaines situations. Il n'y a pas probablement de maîtrise, il n'y a pas de curricula, il n'y a pas de savoir, finalement, à transmettre. Alors, cette situation du début des années 2000, elle évolue elle-même assez rapidement, et elle évolue probablement suite à l'apparition de nouveaux environnements de programmation, comme Scratch Junior, comme des choses comme ça. Il y en a beaucoup, des environnements de ce type-là, qui sont des environnements fondés généralement sur des langages à objets, et c'est fondé également sur une prise de conscience par le ministère. Donc il appartiendra à l'histoire d'analyser les raisons pour lesquelles le balancier est reparti dans l'autre sens, mais il repart dans l'autre sens, et la programmation revient à nouveau comme une activité potentiellement utile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas vraiment de programmation, on ne parle pas de programmation, on parle de codage. Le codage est un euphémisme pour dire programmation. Et puis on parle aussi très très peu d'algorithmes. Les algorithmes et les programmes sont vraiment au cœur de l'informatique. Voilà, on en est là, et il apparaît donc un renouveau d'intérêt pour l'informatique. Mais, bien entendu, il y a des problèmes qui sont des problèmes absolument redoutables. Et le premier problème, c'est la formation des enseignants de l'école primaire. Cette question de la formation aux technologies en général et à l'informatique des enseignants de l'école primaire, c'est une question qui a bien été étudiée par pas mal de gens, par Brouillard et moi, effectivement. Et ce qui s'est passé, et en particulier après la fin des écoles normales en France, avec l'arrivée des IUFM, c'est que la part qui a été dévolue à l'informatique a été très minime. Mais ce mouvement, il se passe à un moment où le balancier n'est pas du côté de l'informatique, il est du côté de l'outil informatique, dont un certain nombre de personnes à l'époque prétendent qu'il n'y a pas de besoin de formation, puisqu'après tout, ces jeunes, ils seraient des sortes d'aborigènes du numérique. Et donc ce qu'on a constaté récemment, alors là, il y a un véritable problème, il y a environ 300 000 enseignants du primaire en France. Si on veut qu'ils s'approprient des environnements qui sont quand même des environnements techniques un peu compliqués, comment faire? Comment amorcer un processus? Moi, je n'ai pas de réponse. Et ce que je note, comme je disais à l'instant, c'est une tentation de faire ça dans les temps périscolaires, c'est-à-dire en dehors de l'école. Ce qui fait courir un risque en passant, qui est le risque que l'école soit disqualifiée par rapport au problème de la formation de tous les jeunes au codage. Alors, ce problème, bien sûr, il se pose dans tous les pays. À ce point-là, on peut remarquer aussi que dans d'autres pays, on fait des choix très différents. Donc, je vois dans la salle, il y a des collègues grecs. La Grèce a choisi un système relativement intégré d'enseignements qui sont liés à l'informatique, des curricula qui sont cohérents depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de la scolarité. Bien d'autres pays aussi enseignent l'informatique, en Allemagne, dans certains pays du Maghreb, et en Europe. Voilà, il se trouve que ce n'est pas le cas en France. Chaque pays, après tout, a tout à fait le droit, et c'est légitime, de choisir ce qu'il entend faire. Donc, voilà où on en est. C'est-à-dire, avec le temps, il y a un intérêt qui revient autour
de l'informatique, mais on ne sait pas comment amorcer ce processus. Et donc on ne sait pas très bien ce que tout cela va devenir. Et à ce point-là, je vais essayer de réfléchir sur les facteurs favorables et sur les suites possibles qui peuvent se produire. Et il y a des facteurs favorables, hein, effectivement. Actuellement, le pouvoir politique a une conscience assez vive de la nécessité de transmettre une culture numérique à tous les jeunes. Culture numérique, pas culture informatique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a d'autres pays qui introduisent des cours d'informatique. Et peut-être, donc il y a un facteur favorable, il y a cette prise de conscience d'une nécessité, mais il y a aussi un grand nombre d'interrogations qui entourent tout cela, et en particulier autour de qu'est-ce que c'est effectivement qu'une culture numérique. Et finalement, un des problèmes que nous rencontrons actuellement, c'est qu'il n'y a pas probablement d'accord sur ce que seraient les finalités d'un enseignement du numérique à l'école primaire. Et qu'est-ce que seraient ces finalités-là? Quelles seraient les composantes d'une culture numérique? Et je note, pour m'être intéressé à la question depuis un certain temps, qu'il y a à l'heure actuelle un débat qui n'est pas très vif, mais qui repose sur des malentendus relativement profonds, sur des désaccords relativement profonds entre les différentes communautés. Est-ce que finalement, la culture numérique qu'il convient de transmettre à tous les jeunes, ce n'est pas une culture des médias? Est-ce que finalement, il n'y a pas... C'est tout le mouvement d'éducation média qui existe depuis très longtemps. Ou bien, est-ce qu'il faut enseigner aux jeunes des choses autour de la programmation, voire un petit peu d'algorithmique? Est-ce qu'il ne faut pas enseigner aux jeunes de l'informatique débranchée, sans ordinateur, puisqu'après tout, la composition d'action en action élémentaire, cette espèce de pensée logistique, c'est vraiment un problème qui insiste. Donc actuellement, je pense que les désaccords, alors en gros, il y a un désaccord entre ceux qui se réclament plutôt de l'informatique et ceux qui se réclament plutôt des sciences de l'information et de la communication, de l'éducation aux médias. Il y a probablement un désaccord sur ce qu'est l'information. Pour l'informatique, l'information est quelque chose de très spécial, hein, c'est ce qui est le support des connaissances indépendamment de leur sens. Ça n'est pas le cas en sciences de l'information et de la communication. De même, traitement de l'information. Donc nous en sommes là, on ne sait pas tout à fait vers quoi va évoluer la situation. Je pense qu'il y a quand même un mouvement qui est un mouvement assez puissant de prise en compte de ce qu'on pourrait appeler un fait informatique, même si on parle de numérique. Et je pense que c'est de cela c'est ce que va un peu analyser après moi Jacques Béziat, de quoi est fait une culture numérique. En sachant, malgré tout, alors je vais vite terminer je voulais juste présenter ces éléments de problématisation, et je sais qu'il y a dans la salle des gens qui s'intéressent à la question et qui en sont tout à fait spécialistes. Une des questions, c'est comment, à part les questions comment faire pour amorcer un processus, comment définir ce que des jeunes doivent savoir, c'est quelque chose qui est devant nous. Je fais pour ma part l'hypothèse que je reviens, donc je termine par là où j'avais commencé, que ce qu'on appelle la robotique pédagogique, c'est-à-dire le fait de faire à des instruments quelque chose, de les programmer, de leur faire avoir un comportement qui est décidé par la personne elle-même, je pense que c'est un moyen très fort, non seulement d'avoir accès à des notions et des concepts informatiques qui serviront ailleurs, mais de réfléchir aussi à ce qu'est l'informatique. J'ai conscience en même temps que ça n'épuise pas la question, et de ce point de vue-là, il y a des interrogations qui sont assez vives. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage former les jeunes aux bonnes pratiques de l'Internet? Certainement oui. La question à nouveau est comment faire et comment former les enseignants. Alors, je vais laisser mon intervention en suspens. Je vous invite maintenant à réagir et voilà, peut-être on a du temps pour quelques minutes de débat.